C'est l'heure des arrières. C'est l'heure des arrières. C'était une grosse semaine sur les postes 2. Tout à fait, une grosse semaine comme vous le savez sur Trash Talk. Dans cette période de confinement, nous vous annonçons au niveau éditorial des semaines à thème. Nous avons fait une semaine spéciale meneur, c'était la semaine dernière où on avait tout exploré, du new school, du old school et une petite vidéo avec différents petits sujets. On avait un peu tout abordé quand même. Ouais, carrément. Chaque fois, on va essayer de trouver des thèmes sur lesquels on peut se focus. On va évidemment faire un peu de classement, mais c'est pas ce qu'il y a finalement de plus intéressant. C'est ça. Je veux dire, après, on peut chipoter sur des classements, mais on est sur des top 5, 6 de la saison actuelle, donc on a quand même, dans l'ensemble, parfois il y a quelques exceptions, mais dans l'ensemble, on a plus ou moins les mêmes joueurs. Après, c'est des discussions, vas-y, lui tu le mets en 2, moi je le mets en 3, ou des trucs comme ça. Mais sinon, on a du commun accord. Il y a quand même pas mal de commun accord, même si ça n'a pas toujours été facile, à l'intérieur de la rédac, on arrive à trouver un espèce de pseudo-consensus. Un pseudo-consensus, voir comment ça se passe. Est-ce que certains mettent ce joueur ne serait-ce que dans le top 6, dans le top 5, dans le top 3 ? Est-ce que nous sommes tous d'accord pour avoir le même numéro 1 ? On en avait parlé dans une note. Alex, il a sorti ses notes, moi aussi évidemment, donc installez-vous. On sait que la semaine dernière, dimanche dernier, vous étiez nombreux à réagir sur la vidéo spéciale des meneurs. Là, c'est simple, on reprend la même formule puisqu'elle a bien marché. Dans cette grande émission spéciale arrière 2019-2020, Alex vient de le mentionner à la fin, il y aura notre top 6, mais il est consultable notamment sur le site de Trash Talk avec notre avis et celui des membres de la rédaction. Il y aura des petits duels, des petites questions qui appartiennent à certains joueurs, qu'ils soient jeunes ou vétérans. Et donc, on vous a concocté une petite cuisine, quoi, tout simple. Exactement. Et il y a de quoi faire sur le poste d'arrière cette saison, comme tous les postes, tu vas me dire, mais... Non, il y a énormément de clients dont on doit s'occuper, on va le faire en détail. Par quoi tu veux qu'on commence ? On va commencer par un truc sympa. Juste avant de commencer, tu vas pouvoir aiguiser ton couteau, tout simplement, toute ton armurerie, parce qu'on va s'occuper d'un certain arrière des Suns. Mais avant ça, avant de s'occuper d'un certain Armani, comme j'ai envie de l'appeler, ou Devon Crooker, ou Devon Crooker pour ceux qui sont passés sur les réseaux. Non, juste comme tu l'as rappelé là, on avait déjà eu le débat sur le poste de meneur. Il aura lieu ce débat tout au long des semaines à thème. Certains joueurs peuvent être catalogués arrière ou meneur ou ailier fort ou ailier ou des cyborgs comme LeBron. Le positionnement, tu veux dire ? C'est difficile, voilà, le positionnement. Si certains ne sont pas d'accord, juste on le rappelle, c'est assez libre dans l'ère moderne aussi. Il y a des joueurs qui sont 1, 2, 3, 4. Il y en a qui sont 2, 3, 4, 5. Il y a Giannis Antetokounmpo qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un 4. C'est un 4 qui joue 5 et 1 en même temps. Mais donc, s'il y a des arrières qui vous taquinent un peu, eh bien, vous avez le droit, si vous voulez, de nous cracher à la gueule et de nous dire non, mais lui, c'est pas un arrière, ou bien tout simplement de participer au débat, puisque c'est la moindre des choses, n'est-ce pas ? Voilà. C'est bien. Fallait le poser. Voilà, après avoir fait ce public service announcement, Alex, on va pouvoir passer en mode Die Hard, plus Hitman, plus Apocalypse Now. J'ai envie de dire, on va parler de Devin Booker, le mal-aimé. Est-ce qu'il serait pas outrageusement sous-estimé ou mal estimé, Devin Booker ? C'est mon point de vue. Après, je suis mal... T'es mal placé, oui, tu peux le dire. En fait, ça me fait limite chier qu'il joue chez les Suns, en fait. Après, les gens, ils me croiront, ils me croiront pas. Il jouerait pas chez les Suns, ce serait le même joueur. Dans un contexte un peu similaire des Suns, mais ailleurs, j'aurais le même discours. C'est-à-dire Devin Booker, il est trop fort. Individuellement et techniquement incroyable, ça, y a rien à redire. Et même, je trouve, justement, que là, l'occasion de cette semaine des arrières, pour le coup, Devin Booker, c'est un arrière. Tu vois, là, il n'y a pas de débat. Je veux bien que quelqu'un essaie de me le glisser en 3, mais... Ou en 1. C'est un 2, tu vois. Bien sûr. Alors là, pour le coup, lui, il n'y a pas trop à discuter autour de son poste. Non, c'est clair. Vraiment un arrière type, j'ai envie de dire, 1m96, 85, 90 kills. Enfin, c'est vraiment un prototype un peu... Tout à fait. Dans la lignée de certains grands autres arrières de l'histoire, vraiment en termes de morphotype et tout. Mais en termes de jeu, moi, j'ai pas trop compris les débats qu'il y a eu. Donc déjà, nous, on en a eu à l'intérieur de la rédac. Les gens ont pu le constater, puisque dans le consensus Trash Talk, Devin Booker a terminé en 6, qui est clairement pas la place où moi je le mets. Mais ça, c'est le jeu des consensus, tu vois. Après, à mon goût, j'ai vu beaucoup trop de gens qui sont encore coincés sur Devin Booker, il croque, Devin Booker, il fait pas de passe. Tu vois, tous ces trucs-là qui sont genre... Je peux comprendre qu'on regarde pas les Suns jouer ces dernières années. Franchement, je peux le comprendre. Tu vois, pour le coup, ça, je comprends. Mais j'ai envie de dire, regardez au moins les stats, en fait. Genre,
Oui. Devin Booker fait 6 ou 7 passes d'ess par match depuis maintenant 2 saisons. Alors, on peut toujours dire oui, nanana, il a un gros usage rate. C'était vrai la saison dernière. C'est un petit peu moins vrai cette saison, puisqu'il y a quand même Rubio qui est arrivé, plus un Kelly Oubre qui a pris plus de place dans l'attaque. Plus quand DeAndre Ayton n'est pas suspendu ou blessé, mine de rien, il faut le nourrir en ballon, le garçon. Bien tu sûr. vois. Et malgré ça, Devin Booker, il a maintenu son niveau de points en prenant 2 shoots de moins par match. Il a donc amélioré ses pourcentages mécaniquement. Au passage, les pourcentages de Devin Booker, Non, c'est sale. même si ça a un petit peu baissé derrière l'arc en cours de saison, c'est quand même très sale. Bien sûr. Il crée, il participe au rebond. Il a que 23 ans, il faudra peut-être le rappeler, mais c'est vrai que c'est déjà ça. C'est combien de saison, Devin Booker? 5e? Ouais, 5e saison pro, 5e. c'est ça, 23 ans, il est Donc, arrivé en non, bambin. en fait, c'est même pas un coup de gueule, c'est juste j'étais un peu un peu comme quand ça, même. les yeux écarquillés, Un peu quand même. en lisant ce qui se dit sur Devin Booker. J'ai vu les poteaux de Sunsefer réagir vivement et défendre le steak, je les comprends, mais ils sont limite encore moins bien placés que moi parce qu'on va encore les traiter d'encore plus partial que moi. Les Homer. Parce que voilà, mais concrètement, je veux dire, moi je vois des mecs qui le mettent à peine dans leur top 6, Devin Booker. Moi j'étais plus en train de me dire, bon, Devin Booker ou Donovan Mitchell, et je trouve que ce débat la question existe est réellement. la question est légitime, c'est sûr et certain. Moi, par exemple, qui ai une position différente sur ce débat, n'ayant pas évidemment ni grandi dans l'Arizona, ni supporté les Suns au cours de ma carrière. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il existe encore, et ça va le suivre, jusqu'à ce qu'il puisse y avoir des améliorations concrètes en termes de résultats collectifs. C'est-à-dire qu'il y a une progression. Elle est notable. On l'a vu là cette saison, il y a eu des vrais progrès au sein des Suns. Mais on sait que les gens scindent souvent, c'est soit tout noir, soit tout blanc, c'est soit tu fais les playoffs, soit tu ne les fais pas. Et c'est ce qu'on a vu avec d'autres légendes du jeu. C'est-à-dire, il y a un moment où soit tu ne fais pas les playoffs, ou t'es Keblo au premier tour. C'est toutes les punchlines qu'on a eues sur les T-Mac, les Kevin Garnett, etc. C'est pas la première fois qu'on le voit, et ce sera à suivre avec Devin Booker. Je pense que le stigma qui reste encore autour de lui, c'est que c'est un joueur qui a mis une fois 71 points dans un match, dans une défaite, et que ça a été l'étiquette, ça a été le blueprint autour de lui, c'est-à-dire gros joueur capable de tout faire offensivement. Enfin, je veux dire, encore une fois, pareil, je le répète, Devin Booker est déjà... Enfin, Devin Booker s'assoit intrinsèquement à table avec Bradley Beal, Jimmy Butler et d'autres gars, et moi je suis là genre, vas-y, pas de problème. Enfin, genre... Les gens peuvent avoir le débat de savoir si tu fous Devin Booker à Utah, est-ce que c'est une meilleure équipe, et moi je suis là genre bah ouais les frères, enfin si ça se trouve ouais tout à fait ça s'entend peut-être, donc je suis d'accord là-dessus, mais on sait aussi malheureusement comment fonctionne la NBA, et c'est triste à dire mais combien de fois des joueurs qui ont cartonné dans des équipes qui n'ont pas fait de progression réelle ont toujours été rangés dans cette étiquette de sous-appréciés, sous-estimés. Et il y en a qui en font un tiers de ce travail, mais par contre, parce qu'ils sont dans des équipes victorieuses, sont vus comme des légendes du jeu. Je pense que c'est juste ça, Devin Booker, ce qui le bloque, ce qui est à la fois excitant. C'est-à-dire que si vous commencez à gagner de plus en plus de matchs, donc quand je dis vous, c'est les Suns, hein, c'est pas Alex lui-même, mais c'est les Phoenix Suns, c'est pas ta team, mais c'est un peu ta team quand même. C'est ça, mais à partir du moment où les Suns, à mon avis, vont gagner plus de matchs, l'effet qu'il va y avoir, et où les gens vont faire « Oh mon Dieu, on s'y attendait pas », mais si on peut s'y attendre, c'est que les gens vont faire « Oh shit, en fait, Devin Booker est vraiment un crack de sa génération, si ce n'est je sais pas, un des 2 meilleurs joueurs de sa QV, je sais plus qui y a dans sa QV de draft, mais c'est absolument hallucinant. » Ouais, surtout en plus il est pick 13, il est pick 13, il n'est pas pick 3, Booker. Et surtout qu'en plus, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'amalgames de faits. Dans l'argumentation, j'ai beaucoup vu genre ouais, Monty Williams, bah désolé, on en avait parlé d'ailleurs dans la review des Suns. Les fins de match serrés, c'est pas Booker qui les perd. Pour le coup, clairement, ça tu peux pas lui mettre ça sur le dos. C'est plus de l'équipe qui doit trouver des réglages, le coach qui parfois tâtonne et tout. Booker, il a été là. C'est pas lui qui se fait suspendre, c'est DeAndre Ayton. Donc vraiment là, j'étais vraiment en mode Rubio a été blessé aussi un peu, alors que Rubio fait beaucoup de bien au jeu de Booker de manière évidente. Tu vois, donc du coup. Kelly Oubre, il a pris du galon et il a pris de la place. Booker lui a laissé la place tout en assurant son taf. Tu vois. Donc là vraiment moi j'étais pas surpris personnellement. Moi j'étais surpris des arguments utilisés, mais bon après c'est pas la fin du monde, ça m'a pas empêché de pioncer.
Mais je me suis quand même dit que dans la petite vidéo des arrières, j'allais en parler. Et je maintiens que les Suns, avec 4-5 victoires serrées qu'ils ont perdues, enfin 4 défaites serrées où ils ont donc perdu, qu'ils auraient gagné. Bien sûr. En fait, ils auraient un bilan dans la route celui des Grizzlies. Et ça serait pas du tout le même délire. Tout à fait, bien sûr. Mais c'est pas le cas, donc je le comprends. C'est ça. Mais le joueur, quand moi je vois, on va en parler certainement, mais tu vois par exemple Zach LaVine qui fait une magnifique saison. Mais on en a parlé, genre on est tous là, genre waouh, ok, Zach LaVine il est capable de faire ça. Intrinsèquement parlant, je pense que sa saison aujourd'hui est moins bonne que celle de Booker. Oui. Juste en. Ouais. Et donc nous, ça nous surprend tous que Zach LaVine le fasse, alors que Booker, on est là, il est fort. Oui, tout à fait. Bien Booker, sûr, c'est déjà le cas en fait. Tout à fait. Non. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est All-Star. C'est pour sûr ça que Damian Lillard dit je comprends pas que ça serait quelqu'un d'autre que Booker qui puisse me remplacer. Bien sûr, c'est basketteur à basketteur, le respect il est là, mais je pense que c'est le combat qu'il y a à Phoenix, c'est que vous allez devoir vous tous fans des Suns. Il faut aussi dire les choses, c'est qu'en termes d'air, de lose et de stigma qui a été placé sur quelle est la pire équipe à regarder de ces 10 dernières années, vous êtes dans le débat en fait. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un stigma aussi. Si on demande maintenant aux fans des Kings ce que la plupart des gens pensent de leur management ou des décisions qui sont prises, parce qu'il y a un stigma de longue durée, du coup c'est difficile de détacher cette étiquette. Et pour détacher cette étiquette, il faut une chose, c'est la règle du sport, c'est les victoires. Donc à partir du moment où les Suns vont remporter des matchs, là ça va se décoller au fur et à mesure, comme on le voit avec tellement de stars en NBA. Juste question comme ça clôt le débat. Oui. C'est Zach LaVine ou c'est Devin Booker qui a gagné le plus de matchs cette saison collectivement ? Devin Booker. Tiens, c'est marrant, c'est Booker, ouais. Eh bien. À l'ouest en plus, dis donc. Voilà, c'est tout. Donc, mais parce qu'il y a des gens qui mettent Zach LaVine devant Devin Booker. Oui. Écoute, on regarde pas le même sport, qu'est-ce que je te dise. C'est pas grave, mais c'est pas grave. Et après, tu sais quoi, c'est leur avis et c'est comme ça. Il y a pas de problème, on discute. C'est juste que parfois, dans les discussions, je suis là, mais putain, attends, est-ce que c'est moi qui capte rien ? Ou est-ce que je suis aveuglé ? Est-ce que je viens de boire de l'alcool de cactus ou un truc comme ça, tu vois ? Non, je comprends, bien sûr. Et ça va être hyper intéressant. En tous les cas, c'est le premier thème dont on voulait parler avec vous. C'est autour de Devin Booker parce qu'il y a une vraie interrogation autour de lui et on en fera un free flow complet la semaine prochaine. On va pouvoir enchaîner avec un autre sujet. Celui-là, il est un peu plus tricolore. Qui dit arrière en NBA dit forcément Vavan et qui est Champagne Evan Fournier. Vous le savez tous, on en avait déjà parlé dans d'autres reviews, mais c'est jamais trop tôt ou tard pour en reparler. Il y a une free agency, peut-être qui va avoir lieu, peut-être que la NBA reviendra, que la planète continuera de tourner d'ici quelques mois. Et donc il y aura des décisions à prendre. Evan, on le sait, s'était déjà exprimé chez nous, dans le pouf, sur ses potentielles décisions futures, sur son amour pour ce que Orlando lui a proposé comme terrain aussi pour s'exprimer. Bien sûr. Où est-ce qu'on le projet. C'est ça. Où est-ce qu'on se situe ? En tout cas, c'est le deuxième thème. Où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, à l'instant T, sur la future free agency d'Evan Fournier ? Moi, je pense que... Après, je suis pas dans la tête d'Evan, mais j'ai la sensation que dans une hypothèse, tu vois, de saison annulée, ce qui pour l'instant n'est pas le cas officiellement, tu vois, clairement, il y a même plutôt, on aura l'occasion d'en discuter un de ces quatre, mais tu vois, il y a vraiment des messages un peu dans tous les sens à ce niveau-là, ça reprend pas et tout. Mais dans l'hypothèse où tu te retrouves avec une saison 2019-20 annulée et donc direct, là, on est en mode draft puis free agency, ça va être un marché tout chelou, un marché sous le spectre de pertes évidemment financières, économiques pour tout le monde, tu vois, la NBA, les franchises et tout. Moi, je vois dans ce genre de cadre, sauf si une équipe vient le chercher et lui met vraiment vraiment un super contrat sur la table, ce qui est pas impossible, mais c'est pas si simple. Je vois bien Vavan quand même prendre player, bien sûr, je suis d'accord. C'est 17 millions. C'est une player option. Il est bien, Orlando. C'est fait là pour ça. C'est pour ça que ça s'appelle une option. Ouais, on compte sur lui. Il fait partie d'un projet. Bien sûr. Bon, là, je trouve que le contexte... On aurait une saison normale, entre guillemets, tu vois, avec le Magic qui se fait fumer par les Bucks au premier tour de playoff. Tu vois, là, au moment où on parle, ça serait fait, là. Et Vavan aurait un peu de temps pour réfléchir
et on arriverait après au 1er juillet ou fin juin où il y a une décision à prendre, là on pourrait imaginer qu'ils se disent ok, je vais peut-être tâter le terrain. Mais là, je trouve que le contexte... Non, c'est clair que ça porte pas trop à ça. Faudrait pouvoir lui poser la question, mais... on aura peut-être l'occasion de lui poser la question par la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, il y a beaucoup trop de flou, ça je te suis là-dessus, sur le fait qu'on puisse avoir une décision là actée, comme on peut le faire tous les ans. On est là genre, on sent que lui, il va décliner ou quoi que ce soit. Là, on est tellement dans un contexte différent de ces dernières années que c'est difficile à projeter. On sait qu'il a pu parler d'autres franchises, que c'était un rêve de jouer à New York, etc. Alors, les fans des Knicks français se sont rués un peu sur la phrase pour essayer de voir ce que ça voulait donner. Moi, là où je rebondis un peu plus, c'est quand on a fait la review, notamment du Magic, il y a quelques semaines, il y avait une question qu'on avait soulevée et qui était plus, non pas de l'ordre de la décision d'Evan, mais de la décision du Magic. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de situation entre ambition, carrefour, jeunesse et expérience, avec le même coach. C'est-à-dire qu'on cherchait stabilité avec Steve Clifford. Il y a eu des messages, pas totalement contradictoires, mais de savoir comment est-ce que tu as drafté Mo Bamba et ensuite prolongé Nikola Vucevic pour tout un tas de circonstances qu'on a déjà racontées. Mais qu'est-ce qu'il va se passer sur le poste derrière ? C'est-à-dire, est-ce que Orlando va décider là, dans la façon de gérer son cap notamment, qu'ils veulent aller très loin avec... peut-être Evan et Vucevic à, je sais pas, peut-être 45 millions d'années. Est-ce que c'est une décision qu'a envie de prendre le Magic ? Et ça, vraiment, c'est plus ça qui m'intrigue. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un contrat, il faut qu'il soit proposé. Parce que souvent, on parle du joueur, on dit il va signer, mais il faut que le contrat il soit proposé. Et je me demande justement comment Orlando va aborder cette piste-là. Dans le cas où Evan prend par exemple sa player option, tu abordes aussi l'été 2021 où il y a beaucoup plus de poissons à aller pêcher pour le Magic. Et donc peut-être qu'un Evan, en compétition avec un autre arrière, finalement le Magic prend une autre route. Donc Magic, on peut pas dire que c'est non plus le truc le plus la franchise la plus attractive de NBA non plus, tu vois. Ah, en l'état actuel, non. Mais tu sais très bien qu'il peut se passer des choses en un an qui font ça change. C'est vrai. Ça peut. Donc c'est pour ça que j'ai juste un doute sur le joueur et la franchise. Tu peux aussi te poser la question du point de vue d'Evan. C'est-à-dire que moi, si... je me la pose et plus d'une fois. Hein. Du point de vue d'Evan, c'est genre... Lui... Tu vois, tu parlais des Knicks, là. Moi, Evan, je le vois comme un gagneur. Un mec pour qui le challenge sportif, le projet sportif est quelque chose de très important. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça qu'il nous l'a dit, de toute façon. Hein. De ce que Exactement. Donc les Knicks, sans leur faire offense... voilà. Non, bien sûr, après la phrase, c'était par rapport au fait de jouer juste dans un endroit qu'il aime. Exactement. Mais la question que tu vois que j'aurais envie de poser à Evan Fournier, et après il pourrait certainement pas me répondre pour des raisons contractuelles et compagnie, c'est si une équipe qui est un contender ou quasi vient le voir et lui pose clairement le deal sur la table en lui disant écoute gros, on va pas pouvoir te payer plus cher qu'Orlando, on va tout faire pour te payer à peu près le même prix parce que tu vas avoir 28 ans et tu rentres dans ton prime, tu vois. Ok, donc on compte sur toi, on sait que t'es un joueur sérieux de NBA. Par contre, gros, au mieux, t'es la deuxième option chez nous et souvent tu seras la troisième. Tu vois ce que je veux dire ? Mais par contre, mon pote, c'est terminé de lutter pour la 8e place. Là, on compte sur toi pour nous finir des matchs de temps en temps et nous, on joue le top 3, quoi. Tu vois ? Par exemple... Retour à Denver, Philadelphie, qui a besoin de shoot, de création balle en main, tu vois, par exemple. Je te prends un exemple. Eh bien. Voilà. Eh ben, je voudrais bien savoir si ça, c'est Evan, il fait banco les gros. Genre, en gros, comment il se voit, lui, dans la NBA actuelle, ça va beaucoup jouer, je pense, sur une éventuelle décision de player option et de contrat derrière. La très bonne nouvelle, c'est que, évidemment, je t'invite, mais surtout j'invite tous les gens à revoir l'émission qu'on a pu faire avec Evan sur l'apéro collector, puisque c'était une question qu'on avait pu lui poser, et où, si j'ai des bons souvenirs, Evan disait, évidemment, j'aime beaucoup ce qui se passe à Orlando, est-ce qu'on a été capable de construire ? Moi, je l'avais positionné dans une situation à la Lillard, c'est-à-dire être capable de faire quelque chose sur la durée dans une équipe, et ça, c'est quelque chose qui l'attirait. Maintenant, il l'a dit, moi, maintenant... Si je me retrouve et qu'il y a un contender qui me dit t'es là de 3e option ou t'es quelqu'un d'important dans un run qui va loin, bien sûr que ça s'envisage parce que le compétiteur est au-dessus de ça, malgré toute l'adoration qu'il a pour le management d'Orlando, pour ses coéquipiers, etc. Donc je pense, en tout cas, il y a 8 mois, il y a combien ? Il y a 8 mois, en tout cas, la position d'Evan, c'est sûr que si lui... sa valeur sur le marché, donc lui son avis, celui de son agent, la compétition avec les autres arrières, etc. Si tu es une équipe du top 5
de l'Est ou de l'Ouest et que tu dis nous souhaitons passer un cap, aller loin et sur notre poste 2, on a envie que tu sois là, moi je connais pas pareil Evan, mais je peux parier un bon paquet d'argent. Ouais. Parce que dans ce cas-là, il peut y avoir des opportunités dès cette intersaison-ci. C'est possible. Ouais, après il y a pas mal d'incertitudes quand même. Pas mal d'incertitudes. Des opportunités, tu sais, après tu les flaires ou tu les flaires pas, hein, c'est le boulot des agents, ouais, tout ça. Hein. Mais bon, tu vois, c'est possible. Tout à fait, mais changer d'équipe aussi, c'est évidemment beaucoup de choses. Hein. C'est changer de lieu, déménager, etc. Et vu le contexte actuel, déménager et faire ces choses-là, on va voir. Il y a des joueurs qui vont le faire. Hein. Je dis pas que c'est tout dans tout le monde, mais bon. Evan Fournier, dans tous les cas, c'est clair que sa free agency, ce sera hyper intéressant. On va suivre ça de près. Ce que vous pensez dans tous les cas de la free agency à venir d'Evan, player option ou pas, qu'est-ce qu'on fait en 2021 ou en 2020 ? Alex, moi je vais te mettre tout de suite devant un duel. À chaque fois qu'on fait 2 sujets, il y a une petite transition avec un duel. Et je te donne 24 secondes à peu près pour donner ton avis. Vas-y. Alors juste, je vais le présenter comme ça, tu auras le temps de réfléchir à ton argument et j'aurai l'occasion de le présenter à tout le monde. Nous allons être sur un duel entre RJ Barrett ou Tyler Herro. Nous sommes donc sur 2 rookies. Tu as la possibilité de réfléchir un peu avant que tu fasses ton 24 secondes. C'est simple, les fans du 8 sont en train de transpirer et de dire mais il est 1000 fois meilleur que RJ Barrett. Les fans d'Enix disent on se calme d'ailleurs. Juste, il est beaucoup trop talentueux. En l'état, là, aujourd'hui, si tu devais vraiment avancer avec un des 2 joueurs, ce serait lequel ? Juste en se basant sur l'année 1, potentiel, talent, personnage, type de jeu, 2 joueurs différents, plus un shooter, plus l'autre créateur, enfin en tout cas plus en pénétration. Bref, voilà, 2 joueurs, en tout cas au poste d'arrière, qui sont à la bataille et qu'on va suivre de très près dans la conférence S sur leur histoire. Est-ce que tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. Eh bien, magnifique, 3, 2, 1. RJ Barrett ou Tyler Herro, c'est parti Alex. RJ Barrett, je ne vais pas faire offense à Tyler Herro, il m'a beaucoup surpris. Il est bien plus qu'un shooter. Il est aussi dans un bien meilleur environnement aujourd'hui sur sa saison de rookie. Il a eu un bien meilleur environnement qu'RJ Barrett, mais franchement pour moi RJ Barrett c'est un joueur plus fort, c'est un joueur qui a plus de talent, qui est plus athlétique, qui pour moi peut faire une bien plus grande carrière que Tyler Herro. Putain, 24 secondes. Waouh. RJ Barrett. 24 secondes pile. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, c'est magnifique. Eh bien, écoute, très bien. Je vais essayer de faire aussi un petit 24 secondes sur monsieur Irji. 3, 2, 1, top chrono. Eh bien, oui, pareil. Je pars plutôt sur RJ Barrett. Encore une fois, Tyler Herro a tellement de capacités et de talent. Je compare juste les plafonds et je pense vraiment que le plafond d'RJ Barrett, si les étoiles, les planètes s'alignent, peut être largement au-dessus de celui de Tyler Herro. Encore une fois, on sait aussi que des carrières sont parfois brisées par les décisions des managers et un petit peu de chance aussi. Donc à surveiller, mais on reste à bord du bateau. RJ Barrett, je suis bien d'accord avec toi. 24 secondes. C'est pour ça que j'ai parlé de l'environnement, parce que bien de sûr. Manière, il n'y a pas besoin d'être un devin là pour expliquer que atterrir au Heat ou atterrir au Knicks en ce moment, c'est quand même pas la même chose pour démarrer une carrière. Sûr, hein. Si tu dois construire une maison avec du sable ou avec du ciment, c'est pas la même. Hein. Ouais, voilà. C'est ça qui peut faire la différence. Dites-nous dans tous les cas ce que vous pensez de ce petit duel RJ Barrett ou Tyler Herro. Alex, nous on enchaîne ? Allez, vas-y. On va retourner à l'ouest. On parlait d'un joueur qui était sympa et tout à l'heure, tu lui envoyais pas une petite pique, mais tu te disais, bon bah tiens, c'est dans un débat avec Devin Booker, ça peut être intéressant d'en parler. Donovan Mitchell. On en a parlé dans la review, notamment du Jazz, de voir ce qui se passait. Il y a une extension à aller signer, il y a une affaire Covid à devoir régler. On fait un petit peu le point sur Donovan Mitchell, vu qu'il y a plusieurs jours qui sont passés. Où est-ce qu'on le voit, où est-ce qu'on le sent ? Certains de Los Angeles qui se sont dit, tiens, ce serait cool d'aller le choper. Qu'est-ce que tu penses ? Où ça ? Sérieux, mais n'importe quoi. Il faut triper. Non, pour moi, Donovan Mitchell, franchement, hein, je peux comprendre. Là, il y a eu des soucis de Covid, il y a une crise sanitaire, il y a eu l'histoire avec Rudy Gobert et tout. Donc, à moins que la situation humaine dans le vestiaire soit irréparable et que ce soit Donovan Mitchell qui dise non, mais laissez tomber, j'ai envie de me casser. Mais sinon, pour moi, c'est le meilleur move à faire du management du Jazz. C'est pour améliorer les choses. Ils ont fait, il y a Rudy qui a fait des déclarations qui vont quand même carrément dans le bon sens. Donovan Mitchell, on ne sait pas trop. Et justement, il y a un truc à faire éventuel. Moi, si je suis le management du Jazz, je vais voir, dès que j'y vois un peu plus clair en calendrier et tout, je vais voir Donovan Mitchell. Je lui dis, écoute, gars, on comprend, t'as été saoulé. Maintenant, à un moment donné, pense aussi à ce qui vient de se passer à Utah, à tout ce qui est, toutes les choses bien qu'on a fait d'un point de vue sportif, le projet qu'on est en train de mener. Regarde, là, il y a une grosse extension sur le papier pour toi. Tu la prends et on repart sur de nouvelles bases. Ouais. Et moi, je pense qu'il peut prendre ça. Oui, tout à fait. Et il y
il y a le sentiment que pour un joueur qui a été drafté entre guillemets aussi bas, enfin je veux dire c'est une surprise de Donovan Mitchell, il y a peu de gens qui 13e comme Booker. C'est ça, 13e comme Booker, trade contre Trey Lyles, si je dis pas de bêtises, un soir de Trey draft. Lyles Denver, On était les premiers à se dire tiens, qu'est-ce que fait Utah, etc. Bon, comme quoi c'est bien, hein, on n'est pas manager du Jazz et encore heureux, parce que sinon on prendrait pas les mêmes décisions qu'eux. Ils ont bien fait de prendre Donovan Mitchell. J'ai le sentiment qu'avec ce genre de joueur qui est drafté un petit peu bas et qui a fait ses preuves et qui voit ce qui se passe autour de lui, le premier contrat est déterminant. Et donc de prendre le premier gros pactole après ce qu'il a montré, moi je le vois bien prendre l'extension qui va être offerte à Utah, que le Jazz, conscient de leur situation en tant que marché, n'aura pas de joueurs de meilleur talent et de capacité All-Star à vouloir signer à Utah. Ça, je pense que c'est une réalité face auquel le Jazz ne peut pas. Faisons la liste des free agents, des gros free agents qui ont signé à Utah sur les dernières années. Non, mais c'est juste compliqué. Il n'y a pas de liste. Ah, tout à fait. Non, on était hyper contents quand Joe Johnson est venu à Utah. C'est vous dire le délire, quoi. Ouais, mais et même je te pose la question, genre, à quel moment Utah ne va pas faire une grosse proposition d'extension à Donovan Mitchell? Ça n'existe pas, ça. Non, bien sûr. C'est pour ça que dans le prolongement un petit peu de ce que j'allais dire, il y a le seul scénario que j'arrive à voir, c'est que en fait, Donovan Mitchell, qui voit comment ça se passe et qui voit ça monter, j'y crois à 0,1%, hein, mais se dit, bon, en fait, je ne me vois vraiment pas trop en fait faire la suite de ma carrière à Utah pour diverses raisons qui sont à mon avis au-delà de ces histoires de Covid, etc. Mais c'est juste en termes de joueur spectaculaire qui peut développer une vraie marque individuelle dans un autre gros marché, et il peut se dire je joue mes cartes, je vois ce qui se passe dans l'NBA actuelle au niveau des joueurs à fort talent qui jouent leurs cartes, et peut-être qu'en fait je dis bon bah désolé bye bye, et le Jazz sera le premier à vouloir essayer de faire un transfert. Je maintiens juste ce pourcentage d'options-là parce qu'il n'est pas à sous-estimer dans une ère du player, decisions player, où les joueurs souvent se disent bon, avant, il fallait que j'ai un peu de chance pour atterrir à tel et tel endroit, et en fait aujourd'hui tu peux aussi pas mal mener ta barque, quoi. Donc je dirais en grande majorité que je te suis sur gros contrat proposé par le Jazz, joueur drafté bas, il prend sa prolongation et vas-y on voit dans 3-4 ans. Attention à ne pas sous-estimer le fait qu'un joueur comme ça puisse se dire bon, let's go déjà somewhere else, quoi. Il en a le niveau, hein. Tout à l'heure, je l'ai comparé à Booker. C'est un complément. Il a un gros niveau. Il a passé un cap cette saison, hein, en plus. Il n'a pas passé un cap statistique. Il a passé un cap quand tu regardes les matchs. Ouais, tout à fait. Ouais, carrément. L'impression visuelle, la façon dont il gère. La gestion des attaques, tout ça. Il peut devenir le franchise player, faudrait encore qu'il nous le prouve. Non, il y a quelque chose. Mais un lieutenant de ouf dans une grosse équipe, c'est sûr. Non, c'est ça. Il y a quelque chose de l'ordre du. Bon, toute proportion gardée, hein, mais tu as l'impression que ça pourrait être le Kyrie d'un LeBron, quoi. Ça peut être le joueur extrêmement fort d'un joueur majeur. Tu fous un Donovan Mitchell à côté d'un Giannis ou d'un autre gars comme ça, et tu te dis bon, bah voilà. Donovan Mitchell à côté d'un Nikola Jokic. Attention, les fans de Denver qui sont en train de pousser sur la montagne. Mais ça pourrait être hyper intéressant en deuxième option d'une équipe équivalente. Ouais, ou tu le mets à côté de Lillard à la place de McCollum. Au nom de Dieu. Hein ? Nom de Dieu. Hein ? On est d'accord ? On est d'accord. Voilà. Et c'est pas faute tout à fait d'avoir parlé de CJ et de ses potentialités de trade à voir. Mais donc, en tout cas, on est d'accord sur Donovan Mitchell. Pour le moment, l'avenir, il se fait au Jazz. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. Et bah, dites-nous ce que vous pensez dans tous les cas de ce dossier de Donovan Mitchell. Nous, on va enchaîner sur l'autre. Tu venais de le mentionner, magnifique alley-oop d'Alexis Nator. On va parler de monsieur CJ McCollum, qui est donc encore à Portland, qui a été prolongé l'été dernier un petit peu en mode miroir avec Lillard après leur superbe playoff 2019. Moi, j'ai envie de remettre le dossier sur la table. Hein. On l'a fait vraiment en long et en large dans la review des Blazers. Casser la paire ? Est-ce que tu casses la paire ? Est-ce que que par les Blazers, ils vont nous... Ah ouais. Ben oui, mais on va continuer à pusher. Alex, t'en penses quoi ? En fait, je pense qu'en l'état actuel, on a aussi tendance à sous-estimer le niveau de jeu réel de CJ McCollum. On se moque de lui, des fois on se moque de sa défense, mais je veux dire, sa saison, là, statistiquement parlant, c'est quand même du lourd, quoi. C'est quand même très sérieux. Il a assuré à pas mal de moments quand Lillard n'a pas été là. Pour McCollum, moi, je pense que c'est plus un souci de...
est-ce que c'est vraiment la bonne paire à avoir en fait pour Portland? Est-ce que Portland peut vraiment, c'est ce qu'on a dit dans la review, est-ce que Portland peut vraiment espérer passer encore des caps avec cette paire-là en fait? Tu vois? Ouais, c'est tout à fait la question, c'est quand ils sont au complet. Hein. Je pense que la seule chose qu'attend, à mon avis, Portland, c'est attendez, les gars, avant de vous poser des questions de merde comme ça et d'avancer des théories violentes, est-ce qu'on pourrait ne serait-ce que déjà avoir Nurkic et tous ces gars-là? Et je pense que le management a envie. Aussi, peut-être. Tout à fait. Un autre ailier, voir avec ceux qui sont maintenus dans le roster ce que ça peut donner. Il y a eu beaucoup de changements à Portland. On avait parlé pendant l'été au niveau des joueurs. Il y a eu l'histoire avec Paul Allen, évidemment, RIP, qui a chamboulé pas mal de choses. Je pense que cette question, elle pourra peut-être devenir un peu plus pertinente quand il y aura Nurkic et McCollum et Lillard qui auront eu quelques matchs dans les pattes. Il y a de la marge, mais on est encore et toujours dans cette situation de au pétard, l'automne ou l'hiver 2021 pourrait être extrêmement mouvementé à Portland en cas de rush. Et tu vois l'hypothèse que j'avais un peu mise sur la table pendant la review de dire peut-être que les Blazers trouveraient un meilleur équilibre et seraient plus dangereux si au lieu d'avoir McCollum, ils avaient un arrière moins talentueux, plus 3&D, arrière, tu vois. Mm-hmm. Et que par contre, ils arrivaient à récupérer en échange un mec, je pense plutôt sur le poste 3, moi, mais poste 3-4, enfin un forward, de gros talent, tu vois. Je trouve que peut-être ça sera un équilibre meilleur pour les Blazers. Et donc je pense que le risque, entre guillemets, si c'est un risque, mais je veux dire, les probabilités qu'il y ait un trade de McCollum, c'est aussi si à un moment les dirigeants des Blazers se disent, comme tu commençais à le mettre sur la table, se disent bon, ok, c'est bon, la paire là, ouais, ok, on est allé une fois en finale de conf, mais en fait depuis, on fait pas mieux, voire on fait plutôt moins bien. Mm-hmm. Et en fait, Lillard, c'est notre guy, on va pas commencer à essayer de trader Lillard, donc par définition, tiens, il a quand même bientôt 30 ans, McCollum, ah ouais, ok, d'accord, bon, qu'est-ce qu'on nous donnerait, tu vois? Et là, il peut y avoir des choses qui se mettent en route, parce que vu le talent de McCollum, vu ce qu'il est capable quand même de produire, ne serait-ce qu'offensivement, t'as des teams, ça va les intéresser. Hein. Non, mais bien sûr. C'est ce qu'on avait fait. On avait commencé à faire des scénars avec du Blake Griffin, et je sais plus ce que j'avais proposé à Détroit. Griffin, c'est vrai que t'avais proposé à Détroit. C'est du Blake Griffin et voir ce que ça pouvait donner, ça, en faisant créer certains. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'à ne pas sous-estimer, il y a la relation Lillard-McCollum qui, en dehors des terrains, sur le terrain est très importante, mais en dehors des terrains, fait que le management de Portland sait, en tout cas, ce qui se passe si tu enlèves McCollum à Lillard. C'est-à-dire que t'as plutôt intérêt de lui mettre du lourd. T'as plutôt intérêt à lui prouver qu'en fait, c'est pour aller dans une direction vraiment dirigée vers le mois de juin de chaque année. C'est-à-dire vraiment là, on veut que Damian, tu puisses jouer minimum les demi-finales de conférence les yeux fermés, que tu puisses accéder aux finales de conférence plusieurs fois de suite et aller au final NBA et pouvoir essayer de défoncer en fait la ligue comme certains l'ont fait avant toi. Donc je pense qu'on est encore dans cette dynamique évidemment et qu'on va suivre sur les prochains mois de patience. Mais attention parce que on l'a vu, la concurrence est tellement rude à l'Ouest que patiner, t'as le sentiment que la finale de conf et leur place dans le top 4 de l'Ouest a été et semble être une sorte de plafond selon moi de Cinderella, ce qu'ils ont fait. Ouais, et puis t'as quelques indicateurs. Tu vois, on vient de parler de Booker, on vient de parler de Donovan Mitchell. Donc Donovan Mitchell a été sélectionné par les coachs pour être All-Star. Mm-hmm. Et quand Lillard a été blessé, Lillard, il a dit ça doit être Booker ou j'ai rêvé. Il a dit ça. Bien sûr. Il n'a pas dit ça doit être McCollum. Du coup, il a susurré un peu, mais là c'était vraiment. Il a un peu susurré, mais il a dit putain Booker et tout. Et dans l'opinion publique, j'ai pas vu beaucoup de gens. J'ai vu des gens éventuellement dire Booker, ça pourrait peut-être être, je sais plus. J'ai vu du Karl Anthony Towns, des DeRozan, des trucs. Des DeRozan. J'ai pas vu de McCollum. Non, évidemment. J'en ai pas vu moi. Non, c'est pour ça que quand on a fait la review des Blazers, on a dit à quelle place on met McCollum chez les top arrière. Là, on va faire un top 6. Spoiler, il est pas dedans. Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est dur, non mais c'est pour ça. Il faudrait. De toute façon, on avait fait l'Orange des 24. Moi, j'étais le premier à dire qu'évidemment, il faut du All-Star Talent Level. Enfin, je veux dire, quel est le. Si on considère que depuis LaMarcus Aldridge, c'est CJ McCollum le meilleur coéquipier en termes de talent pur que Lillard a eu, c'est quand même, avec tout le respect que j'ai pour CJ, d'une rare tristesse en termes de talent pur. C'est-à-dire vraiment de talent All-Star.
Je suis d'accord. Donc à suivre de la part des management de Portland qui bientôt qui vont en avoir marre de cette chaîne Trash Talk parce qu'ils vont voir que toutes les 3 semaines on cherche à pusher CJ McCollum en dehors de l'Oregon. Dites-nous ce que vous pensez. Mais dans ce qui est tous les bien, cas. c'est que le jour où ça va tomber, on va faire. On l'avait dit. Eh ouais, on l'avait annoncé. les vrais faux culs, tu sais, ici les maintenus. Ah mais c'est vrai qu'ils ont raison, ils prennent leur temps. Ouais, comme d'hab. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de cette situation CJ McCollum à Portland. Est-ce que vous pensez que ça continue un peu à trop à forcer ou est-ce que justement il faudrait réfléchir à tout ça cet été? Alex, moi j'ai un autre petit jeu puisqu'on a fait deux sujets. Vas-y. On avait fait un duel entre RJ Barrett et Tyler Hero. Et bien cette fois, petite dédicace à ceux qui connaissent bien la chaîne. On va se faire un tout petit plan à 3, assez rapide, mais tu vas avoir le temps de réfléchir, t'inquiète. Tu auras le temps de réfléchir et tu auras 1 minute par la suite pour nous donner ta réponse. Je vais te laisser réfléchir pendant que je présente la chose. Nous avons un plan à 3 entre Jaylen Brown, Zach LaVine et Shai Gilgeous-Alexander. Je te laisse réfléchir, peinard. Et il est pris au dépourvu, l'ami Alexinator. Je rappelle juste les règles du plan A3 pour qu'on prenne un petit peu le temps. Le plan A3, on l'a déjà fait plusieurs fois sur la chaîne de Trash Talk. Nous avons donc pris 3 joueurs à chaque fois. Et on en avait un qu'on a pris en titulaire, un que nous avons pris en remplaçant et un que nous avons décidé de cutter. Jaylen Brown, Zach LaVine, Shai Gilgeous-Alexander. On a donc 3 arrières. L'arrière du Thunder qui a fait une très belle deuxième saison en NBA avec OKC, on aura l'occasion d'en parler. Zach LaVine qui pour certains est le 2e meilleur arrière de la planète et pour d'autres est derrière Devin Booker. On aura l'occasion là aussi d'en discuter, mais qui a passé un cap. Jordan. Tout à fait. Hein. Ça, ce sera aussi à suivre du côté de l'Illinois avec les 6 prochaines bagues des Bulls. Et puis Jaylen Brown qui a lui aussi passé un cap avec Boston. 3 joueurs qui vraiment, à des étapes différentes de leur carrière, ont passé un cap pour essayer de montrer qu'ils faisaient partie de l'élite, future élite des arrières. Il commence à y avoir une sorte de tendance qui se dessine chez toi, Alex, pour le plan A3 ou pas ? Ouais, quand même, ouais. Ouais, quand même ? Quand même, ouais, je pense, ouais. Eh ben écoute, je te donne le dance floor, on va pas mettre de chrono, tu vas nous expliquer tout ça. Plan A3, Jaylen Brown, Zach LaVine, SGA, qui tu as dans ton plan A3 ? Je pense que... Je commence par où ? Je commence par qui je titulariserai ? Comme tu veux, vas-y. Je pense que je titulariserai Zach LaVine. Ok. Parce que... Si je dis pas de bêtises, Zach LaVine, il est un petit peu plus vieux que les 2 autres, hein, donc c'est toujours difficile de comparer des mecs qui sont pas au même niveau de leur progression. Je veux dire, comme tu l'as très bien dit, Shai Gilgeous, il vient de faire une excellente saison de sophomore, mais quelque part, ce n'est que sa première vraie bonne saison. C'est normal, il en a que 2. Tu vois. Non pas que sa saison de rookie était mauvaise, mais ça reste une saison de rookie. Jaylen Brown, très 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 bonne saison, excellente progression et tout. Après, dans les plans 1-3, j'ai tendance à me baser sur la valeur intrinsèque. Et je pense quand même qu'intrinsèquement, au moins offensivement, c'est sûr, Zach LaVine, c'est le plus fort pour moi. Des 3. Oui, ça s'entend. Ouais, meilleur shoot. Brown a des qualités athlétiques incroyables, mais en fait Zach LaVine aussi, je pense qu'il a plus de toucher clairement. LaVine, il a montré en création, balle en main. Brown a montré des vrais progrès à ce niveau-là. Mais je pense qu'il est encore offensivement derrière Zach LaVine, qui nous sort quand même là une saison, je veux dire, ça rigole quand même pas du tout, quand même, sa saison à Zach LaVine, faut quand même le reconnaître. Donc ouais, non, je titulariserai Zach LaVine devant Brown, devant Shai Gilgeous. Et du coup... Sur le banc, je prends Gilgeous, du coup. Ok. J'ai bien dit du coup. Pourquoi ? Parce que sa jeunesse, son potentiel, ses qualités... Moi, j'aime bien ce qu'il donne en défense poste 1-2. Je peux pas dire que j'aime pas ce que donne Brown. Hein. Brown, c'est un défenseur aussi très bon. Mais j'ai cette espèce de sensation que, en fait, Gilgeous... J'ai l'impression que Gilgeous, il est déjà pas loin, voire au niveau de Brown. J'ai pas l'impression qu'il y ait une si grosse différence que ça entre ces 2 joueurs. Il reste encore quelques... C'est ça, marche à passer, mais après, il est au niveau de Jaylen, ouais, tout à fait. Et franchement, offensivement, hein, Gilgeous, quoi, il rentre un petit peu moins bien ses 3 points. Brown a vraiment bien progressé à ce niveau-là. Par contre, à création, je prends Gilgeous tout le temps. Et défensivement, Gilgeous, je le trouve vraiment bon aussi, en fait. Ouais. Donc, je prendrais Gilgeous derrière Zach LaVine. Ok, donc nous avons Zach LaVine en titulaire dans le plan A3 d'Alex. Oh là là, tu nous fais une tête. Jaylen Brown qui se fait cut. Bon, parce que c'est un plan A3 difficile, honnêtement. Bah, c'est bien pour ça que je l'ai créé. Hein. Si quelqu'un débarque là et me dit « Mais t'es fou, moi je titularise Jaylen Brown »,
je suis bien obligé de dire, bah, ok, pourquoi pas, vas-y, j'écoute tes arguments, tu vois ce que je veux dire, genre, je veux pas être outré, quoi. Très bien. Eh ben, écoute, j'entends bien. C'est bien pour cela que dans mon plan A3, je vais avoir Shai Gilgeous en titulaire. D'accord. Ah bah alors là, je m'y attendais pas à celle-là. Ouais, celle-là, elle est un peu compliquée. Et je vais prendre Zach LaVine en remplaçant et je vais, moi aussi, Toi cut aussi, Jaylen tu Brown. cut Brown. Pour le plus grand bonheur des fans de Boston qui vont nous mettre le feu à la grange. Comment dire, j'ai hésité. En fait, bizarrement, j'ai peu hésité sur mon titulaire et j'ai plus hésité sur mon remplaçant. C'est-à-dire que en intrinsèque pur, je suis d'accord que là, on est sur un Zach LaVine qui a fait une meilleure saison. Ce n'est pas un débat que les deux autres. Mais j'ai l'impression que demain, si j'ai vraiment envie de voir qui peut pusher le plus loin, j'ai envie de pusher sur Shai Gilgeous. J'ai l'impression qu'il y a un potentiel offensif. Que Shai Gilgeous mette 25 points de moyenne, à voir. À voir. Ce que fait Zach LaVine, c'est très fort. Donc je ne sais pas si Shai Gilgeous peut atteindre ce niveau-là offensif. À 3 points. Et dans un système de merde, hein, Zach Mais LaVine, dans un système de merde, tout à fait. Attention. Hein. Tout à fait. Donc, à voir ce que Shai Gilgeous est capable de faire. J'ai l'impression que déjà le personnage et le basketteur me plaît, coche énormément de cases. De compétiteur, de savoir ce qu'il faut faire pour gagner. Il y a quelque chose qui rayonne autour de Shai Gilgeous qui vraiment moi, me fascine. J'ai très très hâte de voir sa saison 3. Et donc ouais, j'avoue que c'est peut-être un peu blasphème, mais je le mettrai titu parce que pour peu que son jeu offensif augmente, il prend quand il veut la défense de Zach LaVine et il regarde droit dans les yeux de Jaylen Brown. Il regarde droit dans les yeux et à la création. Et à la création, Shai Gilgeous, il a des finitions déjà, il a de la création. Sur ses drives et tout, il a des vraies finitions et à la création pour les copains. C'est ça. Sous l'égide là de notre ami Chris Paul. C'est ça. Il a passé un cap déjà. C'est bien pour ça que en fait, j'avoue que je banquerai un petit peu sur Shai Gilgeous et après, je prends quand même Zach LaVine parce que sa saison a été tellement marquante pour moi, c'est-à-dire je ne m'y attendais pas à tel point il pouvait être aussi bon, Zach LaVine, de passer le cap. On avait fait une preview, on disait quand même fort connaître. Tout à fait. Et puis on disait Mark Cannon ou Zach LaVine. Bon, le débat, il n'est pas enterré, mais en tout cas, sur plusieurs mois, il est torché. Je le mets. Et Jaylen Brown, je crois que ça reste vraiment... Tu as le sentiment que Zach LaVine peut être potentiellement le numéro 2, comme on en parlait, d'une équipe qui peut aller loin. Ouais. Shai Gilgeous peut-être avec des années. Quand même l'impression que Jaylen Brown est un excellent troisième larron. Je sais pas si Zach LaVine ça peut être un numéro 2, peut-être, au mieux. Non, moi non plus, mais bon, au mieux. À voir. Au mieux. Mais s'il continue sur la lignée de cette saison, oui, clairement. Ouais, c'est ça. Donc, dans tous les cas, dites-nous que vous soyez fan de Boston, que vous détestiez ce qu'on dit, ou que vous soyez fan de OKC, de Chicago ou d'autres franchises, sur le plan A3 de Jaylen Brown, Zach LaVine ou Shai Gilgeous-Alexander, vous nous dites, Alex, il a mis Zach LaVine en titu, j'ai mis Shai Gilgeous. Nous avons tous les deux coupé Jaylen Brown et il a mis Monsieur SGA sur le banc pendant que je mettais Zachos. On enchaîne ? Allez, vas-y. Attention, grosse question. Alors là, attention, on va se frotter les mains et on va se poser une grosse question. Il y a un arrière dont on n'a toujours pas parlé. Il est barbu, il habite à Houston, il aime passer ses samedis soirs. Il y a deux arrières sérieux dont on n'a toujours pas parlé là. Tout à fait. Il y a du bon pépère. Et évidemment, c'est Monsieur James Harden. Question toute simple. Comme ça. Tout à fait. Question qu'on va se poser toute simple sur Monsieur James Harden. Est-ce que James Harden, vu la dynamique qui est en train de se passer autour de lui, de sa carrière, quand on dézoome un peu, est-ce que James Harden va rejoindre les Karl Malone, Charles Barkley, Allen Iverson de l'histoire, incroyables monstres individuels, ayant cartonné dans des équipes qui collectivement sont allées loin, mais juste sans bague? Monstre sans bague, quoi. Mm-hmm. Est-ce que ce ne serait pas le monstre sans bague en train de se dessiner de notre génération? En tout cas, je peux déjà te donner un début de réponse. Si James Harden ne gagne pas de bague, parce qu'il a quel âge? James Harden a 30 ans. S'il gagne pas de bague dans sa carrière, ce sera un monstre sans bague. Ça, c'est sûr. Si elle s'arrête demain, ouais. Ouais. C'est-à-dire si elle s'arrête demain ou si elle s'arrête dans 7 ans et qu'il n'a pas gagné de bague, ce sera un monstre sans bague. On pourra d'ailleurs faire le débat de savoir si c'est le plus gros monstre sans bague. Voilà, on pourra discuter, on pourra dire putain, attends, statistiquement, James Harden, il est quand même dans la cour de Charles Barkley et d'Iverson, quoi. Tu vois. Voilà. Ce genre de cour. Dans la cour des monstres sans bague. Après,
la question là-dedans que tu poses, si je comprends bien, du coup, c'est est-ce que vraiment il y a moyen de construire une équipe autour de James Harden et de gagner une bague quelque part? C'est un peu ça la question que tu poses. Il y a de ça, ouais, bien sûr, bien sûr. Parce qu'après, c'est une question pas facile et qui est du coup intéressante. C'est, tu vois, Iverson par exemple. Moi, personnellement, comme beaucoup de fans de basket, j'ai été émerveillé par Allen Iverson. Mais même en 2001, j'ai pas la sensation qu'il soit passé si près que ça du titre. Qu'on m'entende bien, il est allé en finale NBA, il a été MVP, il était énorme et tout. Mais à quel moment il avait vraiment la fenêtre de tir, tu vois, pour fumer ces Lakers-là qui étaient en back-to-back. C'est juste pas possible. Tout à fait. Franchement, c'est chaud. Non, bien sûr. T'as cité Karl Malone. Karl Malone, bon, un peu comme Barkley, mais je vais venir à Barkley après. Karl Malone, 97, il est MVP. Les finales du Jazz sont quand même extrêmement solides en 97. J'ai l'impression qu'il est passé plus près. 97, 98, il est passé plus près. Et Barkley est passé extrêmement près. Et je me demande si Barkley, parce que Barkley, non seulement il fait des playoffs absolument incroyables. En 93. En 93, bien sûr, dans la foulée de son titre de MVP. Non seulement les Suns font des finales, bon, tu perds 4-2 comme Michael Jordan a gagné beaucoup de finales 4-2. Donc tu peux te dire c'est un score comme les autres, mais moi j'étais devant, je les ai regardés depuis malheureusement. Voilà, bref. Tu vois bien que tu as un Jordan, écœurant, stratosphérique, employez tous les mots que vous voulez, mais c'est complètement fou un joueur comme ça en finale NBA, on peut parler à un moment donné comme on veut, qui domine complètement son sujet. Le Jordan pour moi du premier three-peat est complètement oufissime. Et donc lui, Barkley, Malone, ils sont vraiment pas passés loin. Pour l'instant, Harden, il est jamais passé aussi près, jamais, never. Même les finales de 2012 où il est 6e homme, faut arrêter. Non, bien sûr, c'était encore trop jeuneau. En soi, il est loin, tout à fait. Exactement, parce que tu vois, on a fait des playoffs fiction là avec Simon. Les Rockets. Non, mais bien sûr. Il y en a un seul de nous qui les ait mises, ne serait-ce qu'en finale de conf en fait. Oui, c'est ça, parce que ça butait sur les. Ça passe pas les Clippers. Ça passe pas les Clippers, tout à fait. Non, mais en soi, je suis d'accord. C'est-à-dire que tu te dis merde, normalement un truc tourné autour de Harden, c'est comme ça. Mais en fait, si je pose la question dans cet axe-là, c'est parce que souvent, quand on est dans le maintenant, on oublie à quel point des joueurs incroyables tombent sur des obstacles parce qu'ils y peuvent rien, c'est comme ça. Et donc, quand tu parles de Malone et Barkley et d'autres copains, Pat Ewing ou autres, tout à fait, ils sont tombés sur Jordan et que en fait, quand tu vois ce qui se passe avec James Harden, moi quand je vois notamment cette saison qui se suspend, j'ai pas dit que si la saison avait repris, les Rockets auraient été champions, c'est pas du tout ça ce que je dis. Je dis simplement que tu as le sentiment avec un mec comme Harden que déjà personne n'a joué autant que lui les Warriors de Steve Kerr et Stephen Curry en playoff. C'est juste pas possible. Il est tout le temps tombé sur une des meilleures équipes de l'histoire et une des dynasties les plus folles de l'ère moderne. Déjà, donc on a ça. Ensuite, au moment où ça se libère, c'est un peu le bordel et la saison, elle est suspendue. Donc on va voir. Et au moment où ça peut se libérer, il y a le meilleur joueur au monde qui vient dans sa conférence. C'est-à-dire que ça aurait peut-être été autre chose si LeBron était resté à l'Est, si tu vois ce que je veux dire. Peut-être qu'on aurait pu mettre notamment du Houston en mode oh putain qu'est-ce qui se passe, c'est entre peut-être les Clippers et les Rockets. À l'heure d'aujourd'hui on dit tous c'est entre les Clippers et les Lakers, tu vois. Donc il y a des monstres comme ça qui peuvent être incroyables, mais parce que la compétition aussi a été trop forte face à eux dans leur conférence ou dans la conférence opposée en finale NBA, n'ont jamais réussi à les remporter la bague. Et j'ai le sentiment, en tout cas en l'état, parce qu'il reste du temps dans la carrière de James Harden, d'un joueur qu'on regardera peut-être en arrière en se disant il a fait 7 séries ou je sais plus 6-5 séries de playoffs contre les Warriors, que quand il a réussi à passer un cap en fait en finale NBA, il y a eu Giannis avec je ne sais plus qui est venu le renforcer, ou peut-être les Raptors de ne sais-je ou les Sixers qui ont été modifiés. Enfin voilà, il y a des malchanceux dans l'histoire, et j'ai vraiment le sentiment que Harden fait partie de cette case jusque-là. Et je suis d'accord sur ce que tu viens de dire. Il faut aussi pas oublier son environnement à lui, pas l'environnement de la concurrence, son environnement à lui, à Houston. Je suis pas sûr
que lui, il est content, hein, il s'éclate, il a la balle, il score comme un gros ouf et tout. Je pense qu'il y a des modèles dans lesquels tu peux... Peut-être James Harden fera des lignes statistiques un petit peu moins jordanesques, mais par contre, peut-être que son équipe, elle sera complètement... Parce qu'aujourd'hui, avec la saison régulière qu'ils ont faite, t'es d'accord avec moi, on les considère même pas vraiment comme des contenders ultra de ouf. Non, bien sûr, bien sûr. On se dit, ouais, si jamais, sur une série, ils peuvent soulever du monde, Westbrook, Harden et tout. Mais... On a un doute sur l'efficacité de ce tiny ball. On a des doutes sur Mike D'Antoni. Bien sûr. On a, tu vois, on a des doutes. Demain, mais c'est James Harden à la place de McCollum aux Blazers. Et on en reparle. Pourquoi pas, tout à fait. Mais c'est ce qu'on a vu notamment pour ceux qui ont vu récemment les épisodes de The Last Dance. C'est ce que tu vois notamment avec un joueur comme Jordan qui tombe sur un coach qui lui dit on va te prendre un peu, tu passes de 38 points par match à 30. On va t'enlever ça et tu vas comprendre comment gagner. C'est aussi l'environnement tout à fait. Mais en tout cas, en l'état, je trouve que ce soit l'environnement, le management, les changements de coach, Hong Kong, les coéquipiers, Chris Paul, Westbrook, ne sais-je, à chaque fois, il y a quelque chose. Et j'ai l'impression que Harden est en train de cimenter sa place dans ce... Parce que 30 ans, bon, pour changer ton jeu à 30 ans... il changera pas de jeu. C'est trop compliqué, voilà. Non, donc, ça, j'y crois pas. De voir cette espèce d'évolution me fait penser que un changement soudain, waouh, je serais le premier à être sur le cul. Et en tout cas, de ce qu'il en est aujourd'hui, aller remporter un titre de cette manière-là, c'est juste non négociable. J'y crois pas non plus. Donc c'est vrai que pour l'instant, on est tout aussi monstrueux que ce soit, il a été MVP, il nous pond des saisons incroyables et tout. C'est vrai que pour l'instant, ça se dirige un peu, ça se profile pas mal comme une carrière de monstre sans bague. C'est ça, il a d'ailleurs un bon copain au passage, autour de son lui. Numéro 0, oui, voilà, exactement, on est d'accord. Il y a un copain, peut-être avec qui il va dessiner sympathiquement dans la marelle, et ce sera intéressant. Dites-nous ce que vous pensez en tous les cas de cette situation par rapport à James Harden et des comparos qu'on voit dans l'histoire avec les monstres sacrés, ringless comme on dit. Alex, nous on va passer un petit peu à la section coup de cœur. Vous le savez, on l'a fait la semaine dernière chez les meneurs. Y a-t-il un arrière sous-estimé, un arrière coup de cœur, un arrière dont on n'a pas parlé et sur lequel tu avais envie de faire un focus? Oui. Il est pas du tout dans mon top 6 et il a pas du tout été dans ma tête au moment de faire le top 6, mais j'ai beaucoup aimé sa saison et j'aime bien comment il est en train d'évoluer et petit à petit de grandir dans sa carrière NBA. C'est Dillon Brooks. Ouais, Dillon Brooks, franchement, excellent arrière à avoir à côté d'un meneur ball dominante comme Ja Morant, comme d'autres équipes en ont et aimeraient bien avoir Dillon Brooks au poste 2. Moi je veux bien avoir Dillon Brooks à Atlanta. Exactement, tiens, très bien, voilà, parfait, exactement. Ça met des trois. Ça n'a pas peur de défendre dur quand il faut défendre dur. Ça se bat au rebond. Ça ouvre sa bouche. Tu sens que Dillon Brooks, c'est un très bon joueur de basket. Et tu sens qu'il est prêt à se faire rouler dessus par un camion plutôt que de laisser tomber son équipe. Non, c'est clair. Et ça, moi j'aime bien ce genre de joueur. Donc j'ai beaucoup aimé la saison de Dillon Brooks. Je pense qu'on a beaucoup parlé de Ja Morant, on a beaucoup parlé du potentiel de Jaren Jackson, c'est normal, hein. Des stats de Valanciunas, du travail de Taylor Jenkins. Putain, dans la saison de Memphis, il y a Dillon Brooks cette année. Non, c'est clair. Allez regarder d'ailleurs, parce que souvent les gens pensent que c'est un joueur à 7 points par match et 40% au shoot. En fait, pas du tout. Réveillez-vous. Par rapport à sa production réelle, il fait partie en tout cas des arrières qui ont le plus progressé dans le jeu vraiment offensif. Ça score énormément, ça prend des 3 en transition et il a eu le feu vert de la part de son coach. C'est vrai que ça déclasse sur Iguodala, c'était cool ça. Bien sûr, c'est un des grands moments de la saison. Ce sera à surveiller. Ça peut être un des justement porteurs de drapeau de l'identité Grizzlies bouseux qu'on connaît bien, bouseux dans le bon sens, c'est-à-dire vraiment vous venez chez nous, on va vous bouser la gueule quoi. Avec monsieur Dillon Brooks, je suis bien d'accord. Écoute, moi je voulais juste mettre un coup de focus sur un garçon dont on n'a pas parlé qui s'appelle Malik Beasley. On aurait pu parler de Bud Hield qui aura l'occasion d'apparaître peut-être par la suite, mais dans tous les cas monsieur Malik Beasley qui a été donc transféré, on en a déjà parlé, c'était très bien à Minnesota les débuts. Monsieur veut son extension, je crois qu'il a fait tout ce qu'il faut sur le terrain pour montrer qu'en fait il fallait qu'il empoche un beau chéquier. Pareil, c'est un des joueurs que j'ai le plus hâte de suivre la saison prochaine. Est-ce que Malik Beasley est un joueur qui prend un gros contrat et qui satisfait? Est-ce que c'est un joueur qui a fait les performances? Combien il faut le payer, lui? Combien il faut le conserver pour avoir? Est-ce que ça existe comme phrase? Rien que déjà, on s'était posé la question d'Angelo Russell, quand on avait fait l'apéro sur les meneurs, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a une phrase Karl Anthony Towns, d'Angelo Russell, Malik Beasley? Tu vas où avec ça? Et combien tu le payes? Parce que Malik Beasley, va falloir le payer. D'Angelo Russell, le contrat est déjà là. Attention Minnesota, il y a des grosses décisions à prendre.
Bonne nouvelle, ils ont un nouveau management, donc tu as le sentiment que les décisions sont assez ambitieuses et bien réfléchies. Mais, C'est une vraie question. Ouais. Parce que le talent offensif, il est là. Ah non, mais le talent, il est là, il n'y a pas de problème. problème. Mais c'est juste, voilà, après ce genre de demi-saison, là, quand il faut se ramener, là, avec l'agent et le joueur qui disent genre, nous, il nous faut ça. Est-ce que tu te permets parce que pareil, dans le Minnesota, des arrières qui mettent 20 points de moyenne avec potentiellement 40% à 3 points, c'est pas tous les jours que ça court, quoi. Non. Donc, voilà. Surtout que c'est Rich Paul, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas la négociation. Donc, à mon avis, il sera tout à fait conscient de ça. J'ai l'impression qu'il a une bonne tronche à être surpayé Overpaid, et à se prendre ouais, quelques petites punchlines, lui. Et tu sais que ça va très bien dans le Minnesota, ça. Historiquement, j'ai dit Voilà. Historiquement, ça a une très bonne tronche dans le Minnesota. Dans tous les cas, dites-nous si vous avez un joueur un peu arrière, coup de cœur ou sous-estimé. Nous, Alex, on a un petit 24 secondes à se faire. Tu le sais, tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a un arrière qui a toujours pas été mentionné. Tu vas avoir 24 secondes pour répondre à une question très précise. La question, c'est la suivante, comme ça tu vas réfléchir. 24 secondes, Bradley Beal est-il encore aux Wizards le 1er janvier 2021 ? Vous avez la possibilité, vous aussi, d'y réfléchir et de nous dire, parce que comme ça, ce sera ancré dans le temps. Et puis, on revient le 2 janvier et on dit, toi, t'avais tort et toi, t'avais bon et toi, c'est mort. Est-ce que tu es prêt, Alex ? Je suis prêt. 3, 2, 1, top chrono. En fonction de quand la saison reprend, bien sûr. Mais si les Wizards arrivent à bien l'entourer et si John Wall revient à un niveau qu'il nous a donné, là, il nous a mis l'eau à la bouche avec ses déclarations et tout, il peut être encore là au 1er janvier 2021 à Washington. Mais du coup, je pense qu'il sera plus là. Ah oui, d'accord, c'est en condition de cesse. Ah ouais, je pense. Ok, Il est d'accord. tellement fort. Ouais. Il va y avoir des offres de trade et on sait qu'aujourd'hui, tu l'as dit toi-même, tu as fait référence toi-même tout à l'heure au pouvoir des joueurs. On sait qu'aujourd'hui, faut voir jusqu'à quel point il est attaché aux Wizards et comment ça va se passer. Mais on sait qu'aujourd'hui, si ça se passe pas, j'ai envie de dire exactement comme il veut, après la saison là qu'il vient de faire, le niveau de jeu qu'il vient de proposer. Bien sûr. Parce que je veux dire, c'est quoi le supporting cast de Bradley Beal, honnêtement? C'est toi, moi et Léonce à la prod. Hein. Léonce à la prod, c'est bien ça. Toi et moi sur le terrain, tu vois, déjà, c'est plus compliqué en NBA. Je suis pas sûr. Mais honnêtement, Bradley Beal, quoi. Mais qu'est-ce qu'il est fort, quoi. Bien sûr. Et donc, je pense que à la moindre petite opportunité, il y a des GM qui vont débarquer, qui vont faire. Tiens, allô, l'agent de Bradley Beal. Ouais, bien sûr. Dis-lui, s'il veut, il fait une petite déclaration. Moi, ça me dérange pas du tout. Je le back up. Ah non, c'est sûr. Et ça, on sait que ça peut aller vite en NBA. Donc pour toi, il n'est plus à Washington le 1er janvier 2021. Pour moi, il faudrait que les Wizards Bonne mettent année, les conditions parfaites, idéales. Mais ça va être chaud, je pense. Bonne année, les fans de ça va être Washington. chaud. C'est Alex qui gère votre Saint-Sylvestre. Sachez-le, Bradley Beal ne sera plus là le 1er janvier. Et tu sais que c'est pas forcément une si mauvaise nouvelle que ça pour eux, parce que quelque part, c'est peut-être l'occasion d'appuyer vraiment sur le bouton rouge et de choper des assets, de bricoler, d'essayer de trouver un truc à 3 ou à 4 où il y a John Wall qui se casse aussi. J'en sais rien, moi. Là, je m'enflamme, mais je veux dire, voilà. Pourquoi pas. Très bien. Bradley Beal compliqué. Et bah Bradley Beal, il reste. Et toi ? Il ne reste pas pour Alex. Et bah justement, je vais te le faire en 3, 2, 1. Top chrono, Bradley Beal, ça reste au moins le 1er janvier 2021. 1er janvier 2021, on est encore là. Moi, je suivrai le dossier à 1 an, en fait. Voir ce qui va se passer. Le marché est tellement bordélique que quelles offres les Wizards vont vraiment prendre au sérieux pour lâcher un joueur aussi fort. Franchement, il faut que l'offre elle soit mastodonte et je ne la vois vraiment pas là se présenter, quelle que soit l'équipe. Donc après, on peut toujours être surpris. Mais j'ai l'impression que là, pareil comme on a parlé avec d'autres équipes, voyons voir ce que ça va donner avec John Wall, avec des joueurs aussi qui vont être peut-être recrutés par le management de Washington, de la place qu'il y aura dans le cap. Je suis en train d'exploser mon chrono, mais c'est pas grave. Je crois que c'est encore trop tôt. Par rapport à toute la situation, même personnelle de Bradley Beal, de ce qu'il a déjà construit là-bas, il y a ses gosses et tout. Donc j'ai le sentiment que on parle plus à 1 an et demi qu'à 6 mois ou 7 mois, puisque c'est le 1er janvier, c'est dans à peu près 7 mois. Voilà, à peu près mon avis sur la question. Le seul point sur lequel je vais pas être d'accord avec toi, oui. c'est je pense qu'il peut tout à fait y avoir des énormes offres sur Bradley Beal, il est trop fort. Je pense que c'est possible. Des mecs oui, je pense que les miens. Tout à fait. Tu veux notre tour de draft jusqu'à l'Antéchrist et tu veux notre meilleur jeune et notre pivot là, bah c'est bien, d'accord. Ouais, bien sûr. Bon. Tout à fait. Mais peut-être que Washington vont faire genre non, en fait, on va rien drafter d'aussi fort que Bradley Beal en fait, parce que le mec est peut-être le 2e meilleur au monde et qu'on sent qu'on peut l'entourer plutôt que de le laisser partir. Exactement.
Ça, c'est possible que les Wizards ne veuillent pas. Mais je pense que des grosses offres, c'est possible qu'il y en ait vraiment sur la table. On va voir. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de cette petite question. Bradley Beal est-il encore aux Wizards le 1er janvier 2021 ? Nous, Alex, on va terminer avec notre top 6. Allez. Vous le savez, sur le site de Trash Talk, tout au long de la semaine, nous avons fait notre top 6 dans le cadre du poste derrière, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il est disponible sur le site de Trash Talk. On va faire comme la semaine dernière, Alex. On fait 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Et ensuite, on en discute rapidos. Ok, ça marche. Alors, qui tu as mis en numéro 6 ? Zach LaVine. Pareil, Zach LaVine. Numéro 5. Mitchell. Devin Booker. Numéro 4. Devin Booker. Donovan Mitchell. Numéro 3. Jimmy Butler. Jimmy Butler aussi. Devant donc. Devant, tu veux dire devant Butler ? Oui, Non, devant Butler, je mets Bill. tout à fait. Et ensuite Et en 1, je mets Harden. Ok. Compliqué de pas mettre Harden en 1, je sais pas ce que t'en penses quand même. Non. C'est un des postes, on avait déjà parlé, je crois, avec Simon, qu'il existe des postes comme ça où il n'y a pas trop de débat. Le poste 2 n'a pas de. Juste, non. Pas de débat. Non, J'ai en vu soi. pas mal en de soi, gens nous dire que Butler n'était pas un 2. Rien que dans l'absolu, Butler, tu peux tout à fait Oui, le considérer comme un 3. Moi, je l'ai mis là et on a discuté de ça, nous, chez Trash Talk, parce que concrètement, il a beaucoup joué 2 entre Kendrick Nunn et Duncan Robinson cette saison au Heat, quand même. Pas déconner. Oui, voilà. Donc bon, voilà, après, je peux comprendre. Si je le mets dans les arrières, Butler, je le mets juste derrière Bradley Beal. Je suis d'accord. Si ça peut faire débat, tu peux mettre Butler devant Bill, je suis pas non plus choqué. C'est ça. Mais je trouve que Bill, putain. Non, mais saison, moi, il m'a en bluffé, plus, cette moi saison. aussi, il m'a bluffé. Et la saison des Wizards n'est pas si catastrophique de ça par l'excellence de Bradley Beal, justement. C'est-à-dire qu'ils sont quand même 9e à l'Est. Alors, on sait que 9e à l'Est, en ce moment, c'est plus 14 victoires pour 72 défaites qu'autre chose. Mais c'est vrai que je le mets aussi au-dessus du Butler. C'est simplement le coin flip entre Donovan Mitchell et Devin Booker. Là-dessus, j'ai mis un petit peu plus l'accent, c'est vrai, sur le collectif. Mais je peux comprendre. Et C'est dur pour Booker, mais c'est tellement Booker, quoi. Il n'y a pas de problème, hein. Je comprends tout à fait. Et puis en plus, Mitchell, ça va, quoi. Enfin, genre, son talent est quand même absolument indéniable. Moi, je mets Booker dedans parce que, vraiment, sincèrement, je pense que Booker est plus fort. Très je bien. pense. Bah, écoute. Mais effectivement, hein, collectivement, il n'y a pas photo. Après, tu en as parlé toi-même. Mettez-moi Booker dans un collectif comme le Jazz. Je veux bien voir. On va voir. Je veux bien voir ce que ça donne. Et je voudrais bien voir si Donovan Mitchell ferait mieux aux Suns dans Aux le Suns, bordel ouais, tout des à fait, Suns de ces 3 ou 4 dernières saisons. Peut-être, hein. Peut-être. Je suis bien d'accord. Non, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est T'as que. pas mis Brown, toi non plus? Non, pas de Jalen Brown, pas de Buddy Hield, pas de CJ McCollum. Tous ces garçons, même Evan, sont restés à la Pas de porte Shai du top 6. Gilgeous. Pas de Shai Gilgeous. Tous ces gars sont sortis. Voilà, ils sont à la bataille entre les places 7 et 15. C'est déjà bien. Mais pour rentrer dans le top 5, là, il y a vraiment du gros pépère. Il faut déjà les jeunes qui sont capables de rejoindre. Parce que sur Bradley Beal, Jimmy Butler, James Harden, ce sont des mecs qui ont un peu de bouteille quand même. Et donc, voilà. Pour essayer d'avoir les places 4, 5, 6, vous le voyez, ce sont des jeunes. Zach LaVine, Donovan Mitchell, Devin Booker. Et ce sont des jeunes qui ont quand même une production individuelle énorme. Je vois pas en quoi la production de Shai Gilgeous, malgré une équipe qui peut être meilleure sur le papier, ça passe pas. Brown, malheureusement pour lui, non. ça passe pas non plus pour moi, même s'il défend mieux, certainement, mais ça passe pas. Je suis bien d'accord. Dans tous les cas, voilà pour notre petit top 6. Dites-nous, vous, qui vous avez sur le top 6 de la saison NBA 2019-2020. On le rappelle, c'est pas un top 10 all-time des arrières. Nous, Alex, on va devoir enchaîner. Je te laisse situer un petit mot de la fin et puis on se retrouve la semaine dernière avec les ailiers. Dis-moi. Ouais, tout à l'heure, quand on a discuté comme ça en pré de cette vidéo, je t'ai demandé s'il y avait des absents. Monsieur Klay Thompson ? Quand même. Ça, c'est sûr. Il modifie le classement quand même, lui, quand il est là. Quand Klay Thompson est là, tout à fait, on est plutôt à un changement de podium. On est d'accord. Voilà, oui, voilà. Bien sûr. Non, c'est vrai qu'on avait parlé en soi. Tout à fait. Dans l'absolu, s'il est là. Bien sûr. Non, mais clairement, c'est vrai que lui, on l'a. C'est pas avec Booker et Mitchell qui causent. Tout à fait, on en avait parlé avant le tournage. Et en soi, c'est vrai que Klay Thompson, il est à chaque fois dans cette discussion quand il est présent. Et c'est dur parce qu'il a fait partie de la catégorie Curry. Curry, on a pu en parler. Lui sera un des joueurs les plus attendus de la reprise. Mais c'est fou à quel point c'est Klay Thompson. C'est-à-dire de laisser ce gars de côté et de se dire, mais attends, mais il manque quelqu'un. Mais tiens, c'est Klay Thompson. Il manque podium. Tiens, le podium, il manque c'est le pas mec qui met même 60 points en 4 dribbles et 29 minutes. C'est vrai, ça. Non, Klay sera à surveiller. Lui, quand il joue, dans tous les cas, c'est un top 4 les yeux fermés. Donc, c'est un des meilleurs shooters de l'histoire, déjà. C'est ça. Ensuite, après, pour peu que les Warriors, ça fonctionne, qu'il y a un bon bilan. Enfin, bref. Donc voilà, quand même, il y a un absent sérieux. Tout à fait. Klay Thompson.
C'est Monsieur Klay Thompson. Et il y aura d'autres absents justement chez les ailiers. On en parlera la semaine prochaine. Dites-nous ce que vous avez pensé de tous ces thèmes sur les arrières, que ce soit la situation de Devin Booker, d'Evan Fournier, les petits plans à 3 et duels qu'on a fait. On vous fait plein de bisous et on se retrouve évidemment sur la chaîne de Trash Talk pour d'autres petites vidéos. Ciao tout le monde. Des bisous à tous, à la prochaine. Bisous. Ciao. Ciao.